Espace TV, le 22h. Vous nous avez choisi pour vous informer. On vous en remercie. Bienvenue aux 22h. Au sommaire de ce journal, l'opposition républicaine refuse de participer aux activités du comité interparti. Elle souhaite que les problèmes du double scrutin du 22 mars dernier soient réglés. Le fichier électoral assaini pour une élection présidentielle libre et transparente. Présidentielle du 18 octobre prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit la formation des formateurs, des démembrements et des carles. Elle compte renforcer les capacités opérationnelles des participants. Et puis, près de 200 guides organisent une flash mob à l'occasion de la réouverture du musée du Louvre. Faute de touristes, leurs revenus ont fondu et ils s'estiment les grands oubliés de la culture. Ils réclament une prolongation de leurs droits et de leur aide. Bienvenue à tous aux 22h. Le comité interparti a repris ses activités. L'opposition républicaine refuse d'y participer. Elle estime qu'il faut régler d'abord les problèmes du double scrutin du 22 mars dernier, assainir le fichier électoral pour une élection présidentielle libre et transparente. Mamadou Sow et Tierno Sadouba nous en disent plus. Mieux vaut un glissement du calendrier électoral que d'organiser une élection tronquée au lendemain incertain, selon le vice-président de l'UFDG. Il compte user de tous les moyens légaux nécessaires pour faire plier le gouvernement. Les gens ont attendu volontairement de s'approcher de cette date pour dire qu'on n'a plus le temps de faire le travail qui doit être fait. Non, puisqu'ils l'ont fait volontairement, pour la date, les Guinéens décideront de ce qu'ils feront après le 22 décembre, si l'élection n'a pas eu lieu. Mais d'abord, il faut créer les conditions objectives d'organisation d'une bonne élection, pour que tous les Guinéens soient réconciliés, pour que le lendemain de l'élection, il y ait de la paix en Guinée, qu'on s'occupe maintenant des problèmes de développement, mais pas l'inverse. Selon ce cadre de l'UFDG, il est impossible d'organiser la prochaine présidentielle avec l'actuel fichier électoral miné, dit-il. Selon une enquête réalisée par sa formation politique, entre 2015 et 2019, le nombre d'électeurs a augmenté de 54% dans la région administrative de Kankan, contre 21% à Mamou. Dans certaines communes rurales, le nombre de votants a carrément doublé en 4 ans. En 4 ans, la population électorale a doublé. D'où vient-il? C'est Kintignan dans Sigiri. Sa population électorale est de 118,34%. Vous prenez Doko dans Sigiri, 112,30%. Vous prenez Dialakoro dans Mandiana, 100,20%. Vous prenez Kondianakoro dans Mandiana, 97,68%. Madina Wara dans Mali, 97,37%. Et Mandiana Centre, 94,1%. Et même certaines maintenant de ces populations-là, le nombre d'électeurs est supérieur à la population. Ça, c'est Mandiana Centre. Le corps électoral est de 133,75% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a beaucoup de doublons, beaucoup de triplons. Dans son obsession de respecter le délai légal, la Commission électorale nationale indépendante compte raccourcir ou supprimer certaines dispositions du code électoral, dénonce Aliou Condé. Pourquoi nous allons nous asseoir et discuter avec eux d'une mascarade qui est en train de se préparer? Quand on supprime par exemple l'affichage des listes, mais c'est écrit dans nos textes, c'est écrit dans les textes de la CEDEAO, de l'Union africaine, que le fichier électoral doit être affiché et connu de tous et être consulté par chaque citoyen qui le désire avant les élections. Je dois savoir si je suis là-dedans ou si je n'y suis pas. Selon le vice-président de l'UFDG, toutes ces manœuvres de la CENI ont un seul but, celui de permettre au président Alpha Condé de briguer un mandat supplémentaire. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est également exprimé sur la désignation des chefs de quartier. Il accuse la CENI et le ministère de l'administration du territoire de vouloir retarder délibérément le processus. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. Ce que nous avions fait, c'était de montrer au ministère de l'administration du territoire que les résultats existent. Contrairement à ce qu'on lui a dit, nous avons exhibé. Même vous aussi, vous m'avez préparé, j'aurais pu vous préparer un exemplaire, mais je peux vous le montrer sur mon téléphone. Je peux vous le montrer tout à l'heure à la fin de l'émission, que les résultats
de la CENI que la CENI a les résultats dans ses démembrements. Vous avez dans les CEPI tous les résultats de la commune urbaine. Vous avez dans les CESPI tous les résultats des communes rurales. Nous avons dit au ministère que ce n'est pas à nous de vous amener les résultats, puisque dans la loi, c'est la CENI et vous qui devez travailler pour nous donner les résultats et donner la composition des conseils de quartier. Nous vous montrons une copie que les résultats existent. Allez dans les CEPI et dans les CESPI, allez nous prendre les résultats, amenez-les nous et ensemble, on va continuer de t'amener prêt à vous accompagner. Mais depuis qu'on l'a dit aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on s'est séparés, on est lundi, on attend toujours la réponse pour savoir de quoi il en est. Des propos recueillis par Mamadou Kalisso. Dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles le 18 octobre prochain, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuit la formation des formateurs, des démembrements et des carles dans un réceptif hôtelier de la place. L'objectif est de former et renforcer les capacités opérationnelles des membres des démembrements de la CENI. Reportage Zénab Bangoura, Imrama Souri Sengsouma. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Au total, ils sont 76 participants venant des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Les modules portent sur la révision du fichier électoral, les cas de compression, de radiation et tant d'autres. On va parler de l'OGE, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections. On va définir l'OGE, on va parler des types d'OGE. Et également, on parle des principes directeurs de l'OGE, qui sont des principes cardinaux auxquels tous les membres des démembrements sont soumis. Et on va également parler des principes d'éthique. Après ce module, on va parler du cadre juridique et institutionnel. Pour éviter la déperdition de l'information, la Commission électorale nationale indépendante opte pour le système de formation en cascade. Les formateurs que nous avons retenus ici, les 76, c'est eux qui vont former tant les membres de démembrement que les membres des KL. Et quand ils vont aller sur le terrain, ils ne vont pas former les formateurs locaux, ils vont former directement ceux qui doivent être formés. Mamadi Trouakaba précise que tous ces participants ont des compétences avérées dans le processus électoral. Ils répondent au profil exigé. Ce sont d'abord des enseignants, ce sont des personnes qui ont une expérience en matière électorale et nous avons bon espoir que tels qu'ils sont en train d'être bien formés, les restitutions seront faites dans les mêmes conditions. Cette formation se fera pendant 4 jours pour ces membres des démembrements et des CAERL. Ils disent apprécier la nouveauté dans ces modules. Nous sommes vraiment satisfaits du cadre logique ici de la formation. Il y a eu des nouveautés dans le processus. À ce qui concerne ici des parties, là où on parle de fiches de transfert, hein, parce que d'autres fois on parlait de fiches de transfert mais qui n'ont pas été réalisées. Selon le chef administratif du département formation et éducation civique de la CENI, tous les membres des démembrements et les membres de carrière seront soumis aux principes directeurs et des règles d'éthique. Le parti, le Rassemblement guinéen du travail, vient de désigner un nouveau président à la tête du parti. Créé depuis avril 1992, le RGT était jusqu'ici dirigé par son fondateur, qui est devenu vice-président chargé du conseil spécial du parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce dimanche à Imbaya Taneri, au siège Ouminatou Sidibé Alseni Kamara. Ousmane Dadi Kamara, ancien sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, remplace le fondateur du parti, Mamou Mario Mara. Très heureux pour la confiance placée en lui, le nouveau président du RGT promet d'y mettre toute son énergie pour atteindre l'objectif assigné, celui d'évoluer dans le sens du développement de la Guinée et faire de lui un pays prospère. Ma priorité, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, c'est d'évoluer dans le sens du développement de mon pays, la Guinée. C'est de participer, de mettre mon grain de sel à l'évolution du parti RGT et du peuple de Guinée. Selon le fondateur du RGT, l'arrivée d'Ousmane Dadi Kamara est le résultat d'une consultation qui a tenu compte des principes du parti. À la tête du Rassemblement guinéen du travail, les militants veulent avoir un homme travailleur. On attend de lui l'engagement,
Parce qu'un homme, c'est l'engagement. Il ne peut pas le seul travailler sur le terrain. Il a besoin de tous les membres du parti. Et à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Mais s'il fait un engagement ferme, là, nous sommes déjà satisfaits. Parce que c'est ce qui compte. Ousmane Dadi Camara, de son côté, s'engage à conduire ses nouvelles fonctions dans le strict respect des autres et du règlement intérieur du RGT. Je donne mon engagement pour conduire mes nouvelles fonctions dans l'esprit du respect des statuts et du règlement intérieur du parti RGT. Je reste et demeure à la disposition des militants du parti et du peuple de Guinée. Ousmane Dadi Camara était membre du parti au pouvoir RPG Arc-en-Ciel. Il a été choisi parmi 10 autres jeunes pour un mandat d'un an renouvelable une seule fois. Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, député issu des rangs de l'opposition, a été destitué le 3 juillet dernier au sein du groupe parlementaire de la mouvance. L'ancien 6e secrétaire parlementaire évoque des raisons politiques, notamment des prises de position par rapport à la falsification de la nouvelle constitution issue du référendum contesté du 22 mars 2020. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Keke Bangoura l'ont rencontré ce matin. Suivez. Ablai Kourma était jusqu'au 2 juillet dernier 6e secrétaire parlementaire avant son exclusion le 3 juillet dernier de cette fonction. Cette décision s'est matérialisée par un vote à la majorité à l'Assemblée. Sa position contre la falsification de la nouvelle constitution lui aurait coûté son poste. Rien ne s'était passé, c'est par rapport à notre prise de position. Avant tout, nous sommes de l'opposition. On ne peut pas être inféodé à la décision de la majorité présidentielle. Et il est de notre droit de dénoncer ce qui est à dénoncer, de dire ce qui est et ce qui doit être. Moi, je pense que ça ne peut que nous réconforter dans notre combat de l'opposition. Je ne peux pas dire oui à ce qui n'est pas bon pour le pays. Sinon, j'ai été conseillé, honnêtement, il dit, tu fais comme on veut, soit on te sort du bureau. On ne m'intimide pas si vous voulez me sortir du bureau parce que je dénonce la mauvaise foi des exécutifs qui sont en train de modifier les lois, mettre les lois à leur solde. Cette histoire de constitution est à la base parce que j'étais le seul député qui s'est opposé pour que les lois soient organisées, soient adoptées à cette constitution qui n'est pas clarifiée. Cette exclusion reconforte le député dans sa position. Il promet de continuer son combat tout en dénonçant. Si par rapport à mes opinions politiques, à mes prises de position politiques, je suis exclu du bureau, je peux dire que je joue très bien mon rôle, je joue efficacement mon rôle et je les dérange. Mais je ne le regrette pas, je vais continuer le combat. Ce qu'il faut retenir, nous sommes à l'Assemblée avec eux, nous allons dénoncer. Le député exclu regrette par ailleurs la réception par urgence à l'Assemblée nationale des lois, ce qui, à ses yeux, n'est pas un bon héritage à léguer à la nouvelle génération. Badra Koné à la tête désormais d'un nouveau mouvement politique, la NGP, Nouvelle Génération Politique, il s'appelle. L'ancien responsable de la jeunesse de l'UFR dit vouloir changer la donne dans le paysage politique guinéen à travers un véritable débat politique avec la jeune génération. Une partie de son combat est orientée contre les anciens. Mohamed Valek Touré, Mohamed Alouseni Camara. Badra Koné, après sa démission au sein de l'UFR, lance officiellement la nouvelle génération politique. Le transfuge de l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidia Touré prend la tête du mouvement NGP pour, dit-il, changer la donne dans l'échiquier politique guinéen. Nous avons décidé de constituer un mouvement politique pour prendre position sur les questions de la nation, contribuer au débat d'idées et à l'animation de la vie politique dans notre pays. Ça n'est un de trop, disent déjà certains. Pourquoi n'avez-vous pas adhéré à un parti politique existant? Les partis d'opposition les plus grands et les acteurs de la société civile se battent contre les velléités de confiscation du pouvoir de M. Alpha Condé et ont mis en veilleuse leurs contradictions pour parler d'une seule voix. N'est-ce pas que créer un mouvement politique dans une telle conjoncture conduira à la fragilisation de l'opposition, à l'éparpillement de ses forces, à coup sûr, un coup d'épée dans l'eau. La NGP est aussi un espace d'échange, un tremplin pour le leadership. Les citoyens dans ce mouvement vont être mobilisés autour d'un projet de société.
La jeunesse constitue la frange la plus importante de la population guinéenne. Elle est confrontée aux maux les plus cruels: désœuvrement, chômage, abandon moral, perversion, corruption, addiction à l'alcool et à la drogue. Cette jeunesse-là, ce sont aussi les hommes et des femmes qui se battent dans les conditions difficiles pour la gloire du pays. Dans les instances de décision de nos partis politiques, elle est encore sous-représentée. Et quand elle essaye, par entrisme, de changer les lignes du siècle de leur leader, elle est ostracisée. Aussitôt lancée, la NJP compte militer au sein du FNDC. Une rencontre est attendue pour discuter des modalités d'adhésion au mouvement de protestation contre un mandat supplémentaire du président Alpha Condé. Le quotidien des réfugiés vivant en Guinée est très difficile, surtout en cette période du coronavirus. Ils sont plus de 5000, la majorité des Ivoiriens qui vivent sur le sol guinéen. Des difficultés liées à un manque de nourriture, de logement, même l'accès aux soins sanitaires est un véritable casse-tête. Mamadou Sadio Baldé depuis Conakry pour les détails. Actuellement, ces 1316 réfugiés sont enregistrés et 1512 sont basés dans la capitale. Les Ivoiriens ont le plus grand nombre avec 4350. Le quotidien n'est pas rose, les barrières linguistiques est un véritable handicap pour les 15 nationalités qui se trouvent en Guinée. Djambi Bayo, de nationalité léonaise, est couturière. Avant l'apparition du virus, elle parvenait à se tirer d'affaires et subvenir aux besoins de la famille. À présent, elle a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle. Là où on se débrouille, tout est fermé. Il y a chacun qui se débrouille. Là où tu travailles, les patrons vont rentrer d'abord. Il y a certains qui font les ménages, les patrons vont rentrer d'abord. Comment tu vas nourrir tes enfants et tes familles? Vraiment, c'est horrible. Vivre loin de la terre de ses ancêtres, la barrière linguistique pose problème aux réfugiés, surtout non anglophones. Même si vous êtes un professionnel, dès qu'il y a un appel d'offres quelque part, les premières des choses qu'ils demandent d'abord, il faut être la nationalité guinéenne. Il faut présenter une carte d'identité nationale. Et alors que vous avez une carte de réfugié. Parce que beaucoup ne parlent même pas français. Et beaucoup n'ont même pas parents qui vont les aider ici. Le manière que nous vivons en Guinée, c'est très difficile, quoi. La barrière linguistique n'est pas le seul obstacle des réfugiés. Lansana Camara, ivoirien, ne parvient pas à décrocher un boulot. Pourtant, il a son diplôme, dit-il. Majuscule, on n'a pas droit à l'emploi. Surtout même les étudiants, quand ils reviennent, ils sont sur le carreau. On ne peut pas travailler, prendre la place aux Guinéens. C'est même pas normal. Et la seule maison à laquelle nous on peut se référer, c'est le HCR. Et vous-même, vous voyez, les moyens du HCR sont limités. Faut-il envisager un retour un jour dans son pays d'origine? Ce n'est pas évident, répond Kerfa Lakone, réfugié libérien. La peur des représailles le hante toujours. Certains qui sont retournés dans certains qui ont des cas de persécutions dans leur pays d'origine, on ne peut pas se retourner. C'est à cause de ça que nous sommes toujours en République de Guinée. Ils veulent pour la plupart avoir un appui pour aller s'offrir une nouvelle vie dans les pays comme l'Australie ou les États-Unis. La police routière a réussi à saisir un total de 100 engins roulants de catégories confondues stationnés illégalement le long des routes de la capitale. Un résultat issu des opérations de déguerpissement des emprises récemment engagées par le département pour faciliter la fluidité de la circulation routière. C'est ce qu'a fait savoir le directeur central de la police routière. Zakaria Kamara promet que d'autres actions verront bientôt jour. Justin Leno, Ibrahim Sori Kamara. Le long des routes de la capitale, l'occupation anarchique de la voirie urbaine est visible. Commerçants, vendeurs à la sauvette, engins roulants parfois en panne stationnent illégalement. La direction centrale de la police routière est bien consciente du phénomène. Le constat est réel sur le terrain. Les véhicules sont en ce moment précis garés, stationnés au niveau des trottoirs. Et les chaussées sont complètement libre de mauvais stationnement. Aujourd'hui, la police routière a réussi à saisir un total de 100 engins roulants de catégories confondues illégalement stationnés. Les propriétaires doivent payer une amende de 300 000 francs guinéens, une avancée majeure pour la fluidité de la circulation, selon Zakaria Kamara, directeur central de la sécurité routière. Je les ai dit de prendre des véhicules qui sont en stationnement prolongé, en panne sur la chaussée,
Et celui ou celle qui sera dans cet état de fait sera verbalisé à 360 000 francs, conformément au contrat. Cependant, la police routière censée mettre un terme à la pratique est souvent accusée de complicité avec des occupants illégaux. Des accusations rejetées par Zakaria Kamara. Je m'inscris un peu. Comment la police peut être en complicité avec ça? Ce n'est pas nous qui installons les gens au niveau des marchés. Il y a des administrateurs des marchés, il y a la commune. Ça n'a rien à voir avec la police. Mais vous savez, chez nous, c'est comme ça. Quand il y a un problème, on dit c'est la police. L'élargissement des marchés de la capitale et la construction des parkings publics, c'est ce que souhaitent les citoyens de Conakry pour en finir avec l'occupation anarchique. Et on parle tourisme dans ce journal. La Guinée a-t-elle plus de vestiges que le Sénégal? La réponse pourrait être oui. Car ici, on a les escaliers de non-retour, le port négrier, la prison des esclaves récalcitrants. On a aussi le pénitencier de Fotoba que le gouverneur de la ville de Conakry a pris l'initiative de restaurer. C'est donc à Fotoba, sur les îles de Los, que Mamadou Saliouba et Tchernos Sadouba nous amènent pour mesurer l'ampleur des travaux réalisés sur ce qu'on appelait le bagne de Fotoba. Reportage. On dit que c'est l'un des pays les plus riches de la planète, l'un des plus beaux d'Afrique, avec un potentiel touristique insondable dans la sous-région. La Guinée et ses quelques 300 km des côtes. Ce matin, nous vous amenons sur les îles de Los. 15 km, 30 minutes de navigation, une vaste étendue d'eau, puis un point d'arrivée, Fotoba, qui retient notre souffle après une traversée redondante. Nous n'avons eu que le temps de contempler la nature qu'il faut déjà marcher. Dans la brousse, nous sommes accompagnés d'un ingénieur et d'un représentant du gouverneur de la ville de Conakry. Ensemble, ils ont quelque chose à nous montrer. Quelques minutes de marche, puis devant nous, un vestige, le pénitencier de Fotoba, l'une des prisons de l'AOF, l'Afrique occidentale française, récemment restaurée par le gouverneur de la ville de Conakry. Ouverte en 1905 et fermée en 1955, ici pas moins de 60 cellules, toutes faites de pierres taillées. Une véritable forteresse restaurée. Les murs sont restés tels qu'ils sont. Les épaisseurs des murs, et on a utilisé les mêmes pierres qu'on a ramassées dans la forêt ici et les remonter. Même la clôture était déjà tout à fait à terre. La toiture, on a tout refait, disons, tout à zéro, quoi. L'ancien lieu de forçat sous la domination française est solidifié. Voici à quoi il ressemblait il y a 3 ans. Des murs fissurés, aucune toiture, un patrimoine qui cède à l'usure du temps. Ici, une page de notre histoire était en train de s'effacer. Ici, c'était la prison de l'AOF. Tout ce qui était contre la domination française était déporté. Par exemple, ceux du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, tous les grands résistants qui étaient contre la domination, on les prenait pour les amener aux îles. Donc, moi, à ma connaissance, ce que j'ai entendu, il y avait des grandes personnalités africaines qui étaient déportées à partir d'ici. Le gouverneur a sauvé le site et grâce à des témoignages, puisqu'il n'existe aucune archive sur place, la restauration a été pensée dans les moindres détails. Les cellules, avec leur peau et leurs petites ouvertures pour apporter un peu de lumière, sont restées dans leur forme initiale. Les portes qui étaient en bois sont restaurées. Ici, il faut qu'on garde tout ce qui était vraiment authentique. Pour ça, ça nous a demandé un peu plus d'études et beaucoup de travaux. Il fallait retrouver les mêmes pierres taillées et plus ou moins les mêmes bois qu'ils ont utilisés pour faire les portes. Ça a été une recherche un peu particulière. Les travaux ont duré 2 ans.
L'ambition du gouverneur est de faire découvrir le pénitencier de Fotoba au reste du monde, faire de ce lieu un site touristique, enseigner l'histoire car ici, des nazis, des résistants à la pénétration coloniale ont été emprisonnés. Le Waliou de Gomba, Thierno Aliou, a lui aussi passé le reste de sa vie à Fotoba, dans cette cellule très spéciale. Autant de raisons qui ont poussé le gouverneur à retrousser les manches. Le potentiel que regorge la Guinée est 10 fois supérieur à celui du Sénégal. Sauf qu'ici en Guinée, ce n'est pas valorisé. C'est pour cette raison que nous avons demandé, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que les îles de Kassa. Quand on parle de Waliou de Gomba, même ses parents, aujourd'hui ses petits-fils qui sont restés à Kindia, les gens ne savent pas que c'est là où il a été enterré. Donc c'est tout ça là qui nous a poussé à restaurer le pénitencier pour que ça soit un site touristique, qu'on puisse faire comprendre à la population de Guinée et même à l'extérieur comment cette île a vécu par le passé pendant le temps colonial et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. En aménageant ce site, le gouverneur est convaincu que c'est le développement sur les îles de l'Os. Des touristes viendront, les communautés vont profiter des recettes. Le gouverneur prévoit des enseignes, des guides pour développer le tourisme. Et c'était un reportage de Mamadou Saluba. Nous partons à l'intérieur du pays après l'échec des négociations entre un groupe d'émissaires et des responsables du mouvement pour l'électrification de la Haute-Guinée. Des jeunes comptent reprendre leur manifestation de rue ce mardi dans toute la commune urbaine. Suivez l'un des responsables du mouvement au micro de Alpha Omar Koïta. Les négociations, on avait débuté, mais on a arrêté parce qu'on n'a pas eu de vrais répondants à nos questions en face. Nous doutons de la crédibilité des personnes qui sont venues. Techniquement, ils ne sont pas des vrais répondants à nos questions. Au jour d'aujourd'hui, la notabilité elle constitue un obstacle pour l'avancement de nos mouvements. Parce que Kankan est une ville, et dès qu'il y a un problème, quand la notabilité s'intéresse, tu es obligé de lâcher. Donc c'est ce qu'ils veulent faire et pour que notre mouvement puisse être étouffé. Mais nous ne sommes pas prêts à céder. Ce mardi, nous sortirons à nouveau dans les rues de Kankan pour réclamer la construction d'un barrage hydroélectrique. Nous comptons poursuivre ces manifestations jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. L'appel que nous avons à lancer à la population de Kankan est de sortir demain massivement parce que notre objectif demain, c'est de réunir 15 000 personnes dans les rues de Conakry et de Kankan afin que notre cri de cœur puisse être entendu de la part des gouvernants. L'appel que nous lançons à l'endroit du président de la République est d'entendre notre cri de cœur et satisfaire à nos réclamations. À des propos recueillis par Alpha Omar Koïta, hors de nos frontières, environ 200 guides organisent une flash mob à l'occasion de la réouverture du musée du Louvre. Faute de touristes, leurs revenus ont fondu et ils s'estiment les grands oubliés de la culture et réclament, comme pour les intermittents, une prolongation de leurs droits et de leurs aides. Suivez. Les gens ne viennent pas, les étrangers ne sont pas là et les Français, il y a une grande timidité, il y a une espèce de sentiment diffus de peur, avec donc des visites confinées ou pas de visites du tout. Notre principale clientèle sont des Américains qui sont totalement sinistrés en ce moment, on le sait. Et donc on n'a pas de perspective de boulot. D'ici, si l'automne arrive avec un peu de boulot, il sera très faible. Et donc d'ici là, nos allocations de chômage fondent pour certains, dont moi d'ailleurs on est déjà en fin de droit. On a symboliquement porté un masque bleu avec une croix pour dire que nous, on n'a pas la parole. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas travailler. Parce que notre travail, c'est la transmission, c'est la parole. Et là, on n'a pas les clients, donc on ne parle pas.
Toute la rédaction d'Espace TV a réalisé ce journal. Merci pour l'attention et bonne suite de programme en notre compagnie. Bonne soirée à tous.